Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de notre série sur Kubrick. La dernière fois on avait abordé Orange Mécanique, et cette fois on passe à Barry Lyndon, son film suivant, son film historique, ou son film en costume, parce qu'il y avait déjà une dimension historique dans Les Sentiers de la Gloire, et dans Spartacus, et même dans 2001 d'ailleurs, ce qu'on a tendance souvent à oublier. Et il y en aura une aussi dans Full Metal Jacket, mais cette fois on est plongé en plein 18e siècle, un siècle qui est caractérisé par les réflexions des philosophes des Lumières. Et justement la lumière c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce dont on va parler dans une partie de la vidéo, parce qu'on va voir qu'il y a des choses assez originales dans le film, qui de manière quasiment systématique reproduit des tableaux d'époque dans la composition de ses plans. Aujourd'hui on parle du 10e film de Stanley Kubrick, Barry Lyndon. Alors on va commencer par aborder la structure, qui encore une fois est assez évidente puisqu'elle est rendue explicite. On a deux actes. Dans le premier on nous montre comment Redmond Barry a acquis le style et le titre de Barry Lyndon, et dans le second, les malheurs et désastres qui frappèrent le héros. Et donc on a un clin d'œil à Orange Mécanique, j'en parlais dans la dernière vidéo, mais là en fait c'est presque l'inverse, puisque là où il est impossible de s'identifier à Alex, il est plus aisé de s'identifier à Barry Lyndon, Redmond Barry dans un premier temps. Et en fait c'est dans la seconde partie que le personnage va devenir odieux et un peu détestable aux yeux du spectateur, quand il va justement acquérir son titre de noblesse. Et ce qu'on peut dire aussi, sans risquer de pousser l'analyse trop loin, c'est que la symétrie de la structure renvoie aussi à celle de nombreux plans dans le film, et dans tous les films de Kubrick d'ailleurs, parce que tous ou presque sont composés de deux parties qui s'opposent, même 2001 qui est pourtant un peu plus novateur dans sa structure, un milieu à partir duquel on rentre progressivement dans une solitude. Au début on rappelle que tout fonctionne bien, et donc d'une certaine manière Barry Lyndon va s'opposer à Orange Mécanique, puisque là où le gain d'expérience paraissait être bénéfique pour le héros, là c'est tout le contraire qui est démontré. On a un personnage qui n'est pas spécialement mauvais au début, mais qui va devenir finalement un salaud. Et tout ça finalement c'est un duel entre la jeunesse et l'expérience. On a une grande réflexion sur l'expérience, et c'est sans doute même le fond du film, parce que tout le récit est lié au duel. C'est d'ailleurs le premier plan qu'on peut voir, c'est ce qui scelle le sort du héros, avant même d'être adulte, son destin est entériné par un duel, qui l'oblige à ne plus prétendre à la même richesse, et c'est aussi un duel qui initie sa fuite, qui fait référence à celui de la fin, qui va cette fois éteindre toute ambition du personnage. En un sens, c'est comme si son destin était lié au duel, comme s'il le conditionnait, mais ça participe surtout à une réflexion sur l'expérience. Comme on l'a dit, les deux duels s'opposent et se répondent. Dans le premier, c'est lui qui a le choix de le refuser, et dans le second, c'est à son beau-fils que l'on demande s'il veut abandonner le combat. Finalement, c'est comme si dans le second, il faisait exprès de savoir si celui qu'il a en face de lui a assez de courage. On pourrait même rajouter, celui qu'il a eu plus tôt, pour l'affronter. Et donc là on a un personnage qui est passé de la fougue de la jeunesse à la ruse de l'expérience, et on a à chaque fois une opposition entre les deux personnages du duel, mais aussi sur tout le film une opposition entre les deux phases de la vie de Barry. Et au début ce manque d'expérience, il est très bien illustré par l'acteur lui-même, Ryan O'Neal, qui est jeune à l'époque, il a 34 ans je crois, et qui au-delà de ça a un visage poupon. Il me fait un peu penser parfois dans le film à John Travolta dans la première partie de sa carrière. Et ça va être un personnage qui va gagner en expérience au fur et à mesure du film. Et d'ailleurs il y a un moment crucial pour ça, c'est lorsque le capitaine Grogan lui avoue que le premier duel était en réalité une mise en scène pour le faire fuir. Et c'est un moment qui rappelle la fin d'Eyes Wide Shut. Pareil, il y a une mise en scène autour du héros. Et dans Barry Lyndon ça se passe exactement au milieu de la première partie. C'est l'élément qui va lui faire gagner de l'expérience, qui va le faire gagner en XP, comme on pourrait dire dans un jeu vidéo. Et on va aller jusqu'à un point où il va devenir père, et d'ailleurs c'est un des rares, peut-être même le seul, compliment que fait la voix off sur le personnage, que c'était un père aimant et affectueux, qui consacrait du temps à son fils. Et pour la première fois de manière explicite, on retrouve le thème de la paternité dans le cinéma de Kubrick, et c'est un thème qu'on retrouve ensuite de manière assez importante dans Shining et Eyes Wide Shut, qui est présent que partiellement dans 2001 et Orange Mécanique. Et donc on peut se dire que c'est une réflexion qui commence à animer Kubrick en vieillissant,
Lui qui, même lors de l'élaboration de ses films, résidait toujours avec ses enfants et sa femme, en sachant que la famille n'est jamais très loin de ses personnages à partir de 2001. Et on a une autre réflexion dans ce film, qui est peut-être plus importante par l'espace qu'elle prend dans le récit. C'est une réflexion sur l'amour, un amour en 3 actes, et qui participe d'ailleurs aussi à cette réflexion sur l'expérience. Dans un premier temps, on a un personnage qui est jeune et innocent. C'est lui qui se soumet au baiser de sa cousine au début, elle-même qui dit que le capitaine Queen est un homme, et que Barry est un jouvenceau sans argent en poche. Et donc il y a l'idée là-dedans d'être attiré en amour par l'expérience. Or c'est elle qui lui apprend l'amour, avec ses codes, et comme pour beaucoup, c'est la première déception amoureuse qui est la plus douloureuse, et finalement la meilleure c'est la deuxième, qu'il rencontre par hasard, c'est beaucoup plus romantique, et c'est l'une des séquences les plus romantiques d'ailleurs de tout le cinéma de Kubrick, et je trouve personnellement l'une des plus belles aussi, mais qui se doit d'être éphémère. Et ces deux personnes qui doivent avoir la même expérience, ce qui rend la chose plus égale. Et pour le dernier, ça n'est pas le cas, c'est un amour à sens unique, un peu comme le premier, mais qui se retourne, cette fois c'est lui qui est intéressé. Et l'un des points essentiels de ces scènes, c'est que la naissance de l'amour est suggérée, mais rien ne le dit explicitement, c'est uniquement par la mise en scène qu'on le comprend. Donc comme pour une peinture, on suggère quelque chose à travers des jeux de regard. Encore une fois, je l'avais déjà dit dans mes vidéos sur Lolita et sur 2001, mais Kubrick parle régulièrement du cinéma muet et de sa puissance narrative, et c'est quelque chose qu'on retrouve très bien ici, avec l'idée que on transmet une émotion uniquement avec des regards, et c'est quelque chose qui parcourt tout le film, avant qu'il lance son verre au visage du capitaine Queen, ou même lors du dîner avec la femme prusse, et jusqu'à la fin, jusqu'au dernier plan, on a des regards entre la comtesse de Lyndon et son fils, et la magie avec ça, et ça concerne l'essentiel du cinéma Kubrick, c'est qu'on peut interpréter les événements différemment. C'est la clé de ces films, de ne pas donner tous les éléments pour les comprendre d'une seule et unique manière. Et d'une certaine manière, en un sens, Barry Lyndon, c'est une suite de personnages qui se regardent sans rien dire. On retrouve ça notamment dans l'une des scènes les plus célèbres du film, la rencontre entre Barry et la comtesse de Lyndon, lors de la scène du jeu de cartes. Il y en a plusieurs, mais c'est la plus célèbre. Son importance se remarque déjà avec le fait qu'elle soit exactement au milieu du film. On a ça aussi avec la scène de la douche dans Psychose et celle du restaurant dans Le Parrain. On observe que c'est rarement quelque chose d'anodin, surtout connaissant Kubrick. Et on a une seule chose au préalable, c'est qu'on sait qu'il va la séduire. Mais à vrai dire, je suis pas sûr que ce soit nécessaire pour comprendre la scène, d'avoir cette information. Je pense que si c'est dit, c'est plutôt pour faire comprendre que c'est par intérêt. Sinon on aurait plus du mal à comprendre qu'il l'ignore après le mariage. Mais là on a une scène qui se suffit à elle-même pour comprendre ce qui se passe dedans. On a des plans qui se rapprochent de plus en plus des personnages, qui les isolent progressivement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un désintérêt vis-à-vis du jeu de cartes, plus les plans se rapprochent. Et personnellement, ce que je trouve incroyable, c'est le point de bascule de la scène, le moment où il lui donne des jetons. On comprend que visiblement, elle a gagné quelque chose, ce qui n'a pas l'air de l'émouvoir plus que ça. Mais lorsque Barry lui donne les jetons, elle les prend tout en le regardant. C'est une sorte de caresse sans même qu'il se soit effleuré, à travers un autre objet. Et ça, on le comprend par le regard qu'elle lui lance, mais aussi par le regard du révérend assis à côté d'elle, qui comprend puisqu'il se stoppe dans son mouvement. Autrement, c'est assez rare qu'on arrête un mouvement comme ça. Et là, on a basculé, il ne peut plus rien faire pour empêcher quelque chose, pour lequel, a priori, il n'est pas favorable, puisqu'ensuite, il est écarté du cadre, qui ne se concentre que sur les deux personnages. En plus de ça, il y a la musique qui accompagne les images, qui est certes issue du 19e siècle, mais comme Kubrick le dit, il n'y avait aucune musique du 18e qui ne pouvait aussi bien illustrer cette passion. Et au-delà de ça, il y a un élément qu'on n'a finalement pas encore parlé, c'est l'éclairage et la photographie, qui, dans ce film, peut-être plus que dans n'importe quel autre Kubrick, a une importance qui est centrale, parce que le parti pris de Kubrick dans ce film, c'est d'essayer au maximum d'éclairer en lumière naturelle, ou de se rapprocher au maximum de cette lumière. Dans les scènes de jour en extérieur, on remarque que le temps change parfois, au sein même d'un plan,
Et ça parce qu'il avait commencé le tournage en Irlande, dans des lieux où le temps change très vite. Et dans les scènes de jour en intérieur, Kubrick utilise souvent une seule source de lumière pour illuminer la pièce, ce qui donne cet aspect si particulier, une sorte de filtre qui donne presque une vision rêvée des images. On peut d'ailleurs apercevoir un projecteur lors d'une scène. Et en ce qui concerne les scènes de nuit en intérieur, c'est peut-être ce qui rend le film aussi unique. Kubrick souhaite n'utiliser que des bougies pour éclairer les visages, comme c'était le cas à l'époque. Sauf qu'au cinéma, ça n'est jamais le cas. On a toujours des lumières supplémentaires, parce que la lumière que produisent une ou plusieurs bougies n'est pas assez forte pour être captée par la plupart des objectifs existants. C'est quelque chose que Kubrick envisageait déjà pour son film sur Napoléon, juste après 2001, mais il avait renoncé parce qu'aucun objectif à l'époque n'en était capable, et donc il va utiliser des objectifs développés par Zeiss pour la NASA, et plus particulièrement pour filmer la face cachée de la Lune, qu'il va adapter sur une caméra 35 mm, pour filmer ces scènes donc, et qui va donner au film toute sa dimension picturale, car le but de Kubrick avec ce film, c'est de reproduire des tableaux à l'image. On pourrait même dire que Barry Lyndon, plus que n'importe quel autre film, est une suite de tableaux vivants. Or les sujets des peintures de l'époque n'étaient pas éclairés par des projecteurs, mais par des bougies. Il n'y avait évidemment pas d'électricité à l'époque. Et au-delà de ça, on a un intérêt pour les portraits et pour les paysages. On a un nombre assez important de zooms avant et arrière. C'est pas un mouvement de caméra qu'on voit si souvent que ça au cinéma. Il y a un côté parfois un peu artificiel. Mais là, ça résonne plutôt bien avec le film parce que ça permet de mettre en avant, de mettre en scène plutôt, notre manière de regarder un tableau. Je veux dire par là que la mauvaise manière de représenter un tableau au cinéma, ça aurait été sûrement de faire une suite de plans fixes. Et pourtant, c'est ce qui paraît a priori évident, parce que les tableaux, finalement, c'est des plans fixes, voire figés. Mais ça correspond pas du tout à la manière dont on regarde une toile en réalité. On va soit du général au particulier, soit du particulier au général, et donc c'est représenté soit par un zoom avant, soit par un zoom arrière. Et ça, c'est encore une fois possible grâce à un objectif spécifique, dont la focale varie de 25 à 500 mm. Quelque chose qu'on voit bien dans ce plan. On a un insert sur la préparation des armes, jusqu'à un plan d'ensemble, en seulement 30 secondes. D'ailleurs, j'ai remarqué que c'est souvent des plans qui prennent 30 secondes, exactement à partir du début du mouvement jusqu'à sa fin. C'est assez intéressant de regarder ça. Et ça, c'est possible grâce à un système de zoom motorisé qui a été développé spécialement pour le film, et qui permet d'avoir un mouvement ample et pas saccadé comme on peut voir quand on fait un zoom manuellement. Et donc on observe que les personnages sont souvent entourés par des paysages naturels. Et d'ailleurs naturel, je pense que c'est le meilleur mot pour décrire la mise en scène du film. On est en éclairage naturel dans des paysages naturels. Kubrick n'a construit aucun décor pour le film. Et personnellement, un des plans que je préfère de tout le film, et même de tout le cinéma, c'est celui dans lequel Barry pêche avec son fils, sur une rivière entourée par un paysage verdoyant, accompagné par la musique de Vivaldi, la sonate pour violoncelle en mi mineur. Le troisième mouvement, je me disais en voyant le film que c'était un plan dans lequel j'avais envie d'être, dans lequel j'avais envie de vivre. Voilà, je sais pas à quel point c'est vraiment pertinent pour la vidéo. Voilà, en tout cas j'ai été ravi de faire cette vidéo, sur un film que j'avais pas spécialement apprécié quand je l'avais découvert, mais que j'aime d'autant plus à chaque fois que je le vois. Et bizarrement, ça m'avait fait l'inverse de ce que ça m'avait fait pour Orange Mécanique, pardon, dans lequel j'avais beaucoup aimé la première partie et moins la deuxième. Là, quand je l'ai découvert, j'avais adoré la deuxième partie, et je trouve toujours que c'est la meilleure d'ailleurs, même s'il y a des choses que j'aime beaucoup aussi dans la première, notamment à partir du moment où il déserte. En tout cas, du point de vue de la photographie, c'est sans aucun doute l'un des meilleurs films jamais tournés, qui montre bien que c'est l'un des éléments principaux du cinéma de Kubrick, peut-être même sa plus grande qualité de cinéaste. Voilà, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est certainement que vous avez regardé toute la vidéo, donc je vous remercie. Et si vous ne voulez pas manquer la prochaine, de la série qui sera sur Shining, vous pouvez vous abonner, et en attendant, moi je vous dis à très vite.